Song ajuste son casque en marmonnant le numéro de sa prochaine tentative. Son doigt frappe la touche, signalant le début du jeu. L'écran explose de mouvement alors que deux forces entrent en collision. Son adversaire est connu sous le nom de Roi Immortel, le boss ultime du jeu, et seuls les 50 meilleurs joueurs ont la possibilité de le combattre. Les yeux de Song s'écarquillent en réalisant le danger qui le menace. Des rayons s'abattent sur le champ de bataille alors que l'immense portée du boss ne lui laisse aucune place pour se cacher. L'expression du boss se durcit, puis il déclenche une autre explosion dévastatrice. Song se prépare contre la poussée de puissance. L'impact secoue le sol, laissant une cicatrice profonde sur la terre comme preuve de la seule frappe mortelle. Song stabilise son épée en se rappelant comment personne n'a jamais réussi à vaincre le boss depuis le lancement du jeu. Le champ de bataille rugit et Song se souvient comment tout le monde en est venu à l'appeler le suzerain immortel du monde du jeu. Il invoque sa propre attaque de là où il se tient. Il regarde devant lui et rejette ses prétendues légendes comme de simples rumeurs. Il y a 5 ans, son frère a vaincu le même boss pendant la bêta fermée du jeu, ne lui prenant qu'une semaine pour le terminer. Mais après cette victoire, son frère a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui s'est passé, mais au fond de lui, il sent que la vérité est cachée dans ce jeu même. C'est pourquoi il continue de revenir, affrontant le roi immortel encore et encore, peu importe le nombre d'essais que cela prend. Chacune de ses attaques porte le même vœu qu'il doit vaincre celui qui détient les réponses. Sa détermination résonne à travers une explosion d'impact. La fumée remplit l'air et tourbillonne autour. De l'intérieur de la brume, le roi immortel réapparaît alors qu'il monte dans sa deuxième phase. Le temps passe et la bataille s'éternise dans sa 5e heure alors que l'affrontement continue. Il traverse l'air en courant alors qu'il livre une frappe au boss. Song halète lourdement, son souffle rauque d'épuisement. Il peut à peine rester conscient. Réalisant que c'est la plus longue qu'il ait jamais survécu, le corps du boss se balance, mais la faible lueur dans son noyau refuse de s'estomper. Le boss marmonne avec incrédulité, incapable de porter un seul coup décisif. Le roi immortel éclate de rire, se moquant de la faiblesse mortelle de Song et déclarant sa suprématie. Sa fureur s'enflamme alors qu'il crie, consumé par la rage et la folie. Le roi immortel charge vers l'avant, tendant des mains crépitantes pour écraser son adversaire. Song lève les yeux, confus, figé alors que quelque chose change dans l'air. Malgré le chaos autour de lui, un étrange calme s'installe dans son esprit. Il reconnaît instantanément la sensation, quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des années. Ses yeux s'aiguisent en réalisant qu'il a trouvé une ouverture. Il se précipite comme une lance de lumière. Il serre fermement son épée, convaincu que c'est le moment de déchaîner sa technique la plus puissante. Son attaque traverse le champ de bataille, coupant le boss consécutivement. Il atterrit sur le sol avant de se précipiter en avant avec un arc aveuglant de sa frappe finale. La lame coupe l'air et tourbillonne violemment. La silhouette du roi immortel vacille, sa forme se brisant sous la force de la frappe. Lorsque la lumière s'estompe, Song se tient dans les conséquences, son épée abaissée. La victoire clignote à l'écran alors que le bavardage mondial augmente avec incrédulité et applaudissements, le saluant comme le premier nettoyage parfait au monde. Assis devant son moniteur, il fixe fixement, trempé de sueur, incapable de croire qu'il a réellement gagné. Il se souvient de ses années d'isolement, piégé dans une pièce exiguë alors que d'autres le rejetaient comme un échec, même ses parents. Mais malgré tout, il a enduré, déterminé à découvrir le mystère derrière ce jeu maudit. Soudain, son écran clignote en rouge, affichant un étrange symbole brûlant. De l'image déformée, une figure commence à émerger. La figure se matérialise et demande si Song souhaite vraiment le trouver. Les yeux de Song s'écarquillent sous le choc lorsqu'il reconnaît le visage de son frère disparu depuis longtemps. Submergé par l'émotion, il crie à l'écran en exigeant de savoir où son frère a été tout ce temps. Son frère sourit et lui redemande. Song se rend compte que quelque chose ne va pas terriblement. Une lumière sinistre brille dans l'œil de son frère promettant qu'en entrant dans l'épreuve du roi immortel, il trouvera la vérité. Song baisse les yeux avec horreur alors que son corps commence à s'estomper. La panique prend le dessus alors qu'il crie pour obtenir des réponses, exigeant le retour de son vrai frère. Sa rage se durcit alors qu'il jure, déclarant que si c'est une épreuve, il l'affrontera de front. Le jeu l'engloutit complètement, entraînant son corps dans l'écran. Les ténèbres suivent, et sa faible voix résonne de douleur alors qu'il reprend conscience quelque part d'inconnu. La faible lumière de la grotte révèle un bras couvert de fourrure gisant immobile sur le sol. Le silence est rompu par un faible sifflement qui résonne à travers les parois de la caverne. Il s'agite, gémissant de confusion alors qu'il se réveille dans l'air humide et suffocant et la puanteur de la décomposition. Son regard se fixe sur son propre membre à fourrure, se demandant si c'est une main de singe qu'il voit. Lentement, il lève sa main, examinant les longues griffes avec incrédulité. La réalisation se fait jour alors qu'il voit des ailes et une queue jaillir de son corps, la panique montant à la vue. Il regarde sa nouvelle forme, dégoûté par sa transformation en un singe ressemblant à une chauve-souris. Des souvenirs flashent de la défaite du roi immortel, de l'homme mystérieux qui ressemblait à son frère, et la promesse de l'épreuve du roi immortel qui l'a entraîné dans l'écran. Il reconstitue les morceaux, réalisant qu'il a en quelque sorte été transporté à l'intérieur du jeu lui-même. En examinant les parois de la caverne,
il la reconnaît comme une scène du jeu mais méprise la forme faible dans laquelle il est piégé. Un son d'en haut interrompt ses pensées. Il analyse son environnement, réalisant que son placement fait de lui l'appât dans une sorte de piège pour les singes chauves-souris cachés. La suspicion aiguise son regard alors qu'il se demande qui pourrait être la véritable cible de l'embuscade. Une soudaine poussée d'hostilité s'empare de l'air, forçant ses instincts à s'enflammer alors qu'il sent une présence. Le tunnel sombre devant commence à s'agiter. Une silhouette émerge des ombres, souriant méchamment en l'apercevant et se moquant de son apparence. Avant qu'il ne puisse penser, il laisse échapper un sifflement aigu et se rend compte que l'ennemi devant lui est vraiment dangereux. La créature ricane avec amusement, se moquant de la façon dont Song ose le défier. Émergeant des ombres, une autre bête émerge, marmonnant à propos de la faim et de la viande. Il dévore un morceau de ce qu'il tient et le mâche. Regardant sous le choc, Song réalise l'horreur de ce qu'il voit et comprend que la bête a véritablement l'intention de le manger ensuite. Les deux silhouettes se tiennent ensemble tandis que Song regarde fixement, essayant d'anticiper leur prochain mouvement. Ailleurs dans la grotte, une autre créature marmonne à propos de leur imprudence. Il se repose sur une cage, avertissant que la grotte est un piège et exhortant les autres à se dépêcher. Song regarde à l'intérieur de la cage et voit une lumière dorée se répandre alors que la matriarche dorée serre son enfant fort contre elle. Des souvenirs refont surface, et Song se rappelle que dans le jeu, cet événement a commencé quand un chasseur l'a capturé, menant à un massacre. Il réalise que c'est le moment exact et sans interférence, la tribu de chauves-souris sera massacrée comme dans l'histoire. Il lève les yeux alors qu'un essaim de monstres chauves-souris descend. Il leur crie d'arrêter, réalisant qu'ils se précipitent directement dans le danger. Son avertissement reste lettre morte alors que l'essaim charge vers les intrus avec une fureur aveugle. La grande brute rit avec excitation, faisant tourner son arme sauvagement alors qu'il se précipite en avant. Son sourire s'élargit avec folie alors qu'il lève sa lame pour frapper. Les yeux de Song s'écarquillent alors qu'il sent le danger écrasant approcher. L'attaque s'écrase vers lui, et il esquive à peine, tombant à travers le sol. Serrant les dents, il se remet en mouvement. Frustré que personne n'écoute ses avertissements, il réalise qu'un seul mauvais coup de cette lame monstrueuse l'écraserait complètement. La brute frappe à nouveau, envoyant une autre vague sur son chemin. Les compagnons de l'ennemi observent le chaos, l'un exhortant la brute à en finir tandis que l'autre s'émerveille de la vitesse de Song. La brute Kiri refuse de se presser, ravie d'avoir un adversaire avec lequel elle peut jouer pour une fois. Song serre les dents, furieux que l'ennemi le traite comme un spectacle de divertissement. Ses yeux s'aiguisent alors qu'une autre attaque arrive. Il saute de côté juste à temps, évitant de justesse l'attaque balayante. Ses yeux se dirigent vers une arme à proximité, et il l'attrape. Il canalise de l'énergie pour une contre-attaque. Il serre fermement l'arme, la confiance revenant alors qu'il se prépare, mais sa confiance vacille lorsque la brute apparaît derrière lui. Avec un rugissement, Song riposte et lance son attaque la plus puissante directement sur la brute qui se rapproche. Le coup atterrit alors que les yeux de la brute deviennent vides. Puis soudain, ses lèvres se courbent en un sourire, les yeux brillants d'un amusement tordu. Song regarde avec incrédulité, réalisant que son attaque n'a rien fait. Une nouvelle vague de puissance éclate, plus lourde et plus tranchante qu'avant. Song se prépare et réalise que ce n'est pas du tout comme dans le jeu. Song est projeté à travers le champ de bataille, le monde tournant alors que l'impact le déséquilibre. Il est envoyé voler au loin jusqu'à ce qu'il s'écrase contre un mur avec un bruit sourd. Il souffle et réalise à quel point ce coup a atterri fort. Son corps refuse de bouger et la panique survient alors qu'il se demande si sa colonne vertébrale est brisée. Un autre mouvement d'une arme se construit au loin, signalant une autre attaque en cours. Il se crie à lui-même de bouger alors que l'attaque ennemie se dirige à nouveau vers lui. Dans une pièce sombre, une faible lumière vacille, et une silhouette lève lentement la tête du sol. Song se réveille en sursaut terrifié, criant alors qu'il serre son cou, pensant que sa tête a disparu. Il touche frénétiquement son visage avec incrédulité, réalisant que sa tête est toujours attachée. Sa respiration ralentit alors qu'il se rassied, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Il fixe la sphère lumineuse au centre. Sa lumière se reflétant sur d'anciennes statues qui semblent le surveiller. La prise de conscience l'envahit alors qu'il lève les yeux au plafond, se demandant si c'est l'au-delà. Il remarque des silhouettes à capuchon à proximité et se demande si elles ont été amenées ici comme lui. Une pensée le frappe en pleine observation, faisant passer sa concentration à une certitude aiguë. Ses yeux se promènent, comptant les silhouettes et reconstituant leur immobilité identique. La confusion s'installe quand il ne parvient pas à repérer son frère aîné parmi eux, le doute s'insinuant dans son esprit. Avant qu'il puisse continuer à réfléchir, une voix se moque de lui par derrière, le traitant d'inexpérimenté. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il se tourne vers la source, réalisant que l'orateur n'est pas humain. Un rat parlant le réprimande d'être mort trop tôt, et il jette Song alors que la douleur traverse son corps. Song gît à moitié enterré dans les débris, gémissant d'agonie tout en serrant ses membres douloureux. Il regarde vers le haut, criant avec incrédulité après avoir été expulsé à travers le sol. Le rat se déclare maître de ce monde alors qu'il flotte, avertissant Song de montrer du respect. Song se stabilise et reconnaît la voix comme celle qui prétendait être son frère. Song exige des réponses avec désespoir alors qu'il demande où est son frère.
Le rat ignore la question, demandant plutôt si Son sait même pourquoi il est ici. Confus, Son rétorque. Mais le rat explique calmement que ce n'est qu'en devenant le roi immortel qu'il pourra retrouver son frère. Puis le rat sourit, lui rappelant qu'il a déjà échoué en mourant une fois, le disqualifiant pour le titre. Son se fige, les yeux écarquillés par le choc alors que les mots s'enfoncent. Son se blâme pour sa faiblesse et admet qu'il a perdu sa concentration quand cela comptait le plus, échouant à la fois au jeu et à son frère. Silence, révélant qu'il lui a accordé une autre chance par miséricorde. Le rat désigne la distance, disant à Son de se retourner et de regarder derrière. Son jette un coup d'œil en arrière, trouvant 3 torchées vacillantes montées sur le mur, chacune symbolisant une seule vie. Le rat explique qu'une flamme s'est déjà éteinte lors de sa mort précédente, et lorsque les 2 dernières disparaîtront, il n'y aura pas de retour. Les yeux du garçon s'écarquillent de réalisation alors qu'il compte ce qui reste et crie d'admiration qu'il lui reste encore 2 chances. Le rat l'interrompt, avertissant Son de ne pas se détendre si facilement, car cette épreuve est assez brutale pour n'accorder que 3 vies au total. Le rat dit que lorsque toutes les torchées s'éteindront, l'âme de Son sera entièrement réclamée. Son reste immobile pendant un moment, la sueur dégoulinant alors qu'il absorbe la menace. Puis, avec un sourire acéré, il déclare qu'il n'a pas peur et que son seul objectif est de sauver son frère. Il promet de s'occuper de tout ce qui viendra ensuite une fois que son frère sera en sécurité. Le rat sourit avec approbation, amusé par sa nouvelle détermination. Une soudaine explosion de lumière se forme derrière le rat, signalant l'apparition d'une porte dans les airs. Le rat annonce que le portail de la Renaissance s'est ouvert et qu'il le renverra dans la grotte où son voyage a commencé. Enfin, le visage du rat devient sombre et menaçant alors qu'il lui ordonne de ne plus échouer. Un rayon de lumière engloutit Son, tourbillonnant vers l'extérieur alors que le portail sous ses pieds s'active. L'énergie dorée jaillit vers le haut dans le portail de la Renaissance. Son est ensuite transporté dans la grotte où il a été vaincu pour la dernière fois. Son halète, les yeux brillants d'incrédulité et de triomphe alors qu'il réalise que sa résurrection est réelle. Il regarde vers le tunnel sombre devant, se rappelant comment les intrus se sont autrefois échappés par ce même chemin. Ses pensées s'emballent, craignant qu'il ne revienne avec des renforts s'il ne fait rien. La détermination aiguise son expression alors qu'il décide d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Son pied claque contre le sol. Des ailes se déploient de son dos alors qu'il s'élance en mouvement, jurant d'affronter à nouveau les chasseurs. Il plonge à travers les tunnels sinueux, prévoyant d'utiliser les capacités du singe chauve-souris à son avantage et d'emprisonner ses ennemis à jamais dans la grotte. La bête massive traverse un groupe de singes chauves-souris se précipitant vers lui. Les corps des singes chauves-souris gisent sur le sol alors qu'ils s'assoient sur leur corps. Il se tourne et parle à la matriarche dorée tout en se moquant de la persistance des singes chauves-souris. La bête massive traîne la matriarche dorée par les cheveux, exigeant des réponses avec colère. Il sourit à l'entrée bloquée de la grotte, se moquant de la tentative ratée de les piéger. La matriarche dorée reste silencieuse, son expression illisible. La bête massive claque sa langue, devenant impatiente face au manque de réponse. Il se tourne vers la bête plus grande, lui permettant de jouer avec un petit singe. Un sourire monstrueux se répand sur le visage de l'autre bête, ses yeux remplis d'une joie tordue. La matriarche dorée se tourne brusquement. Réalisant de quoi il parle, elle crie un avertissement, exhortant la grande bête à rester à l'écart du chariot dans lequel elle se trouvait. La grande bête s'approche du bébé de la matriarche alors qu'elle le supplie de ne pas s'approcher. Il sort de l'ombre, son sourire s'élargissant alors qu'il appelle l'enfant à s'approcher. Le bébé sourit innocemment, inconscient de la menace qui le guette. La grande bête se jette, les mâchoires grandes ouvertes pour frapper. La matriarche dorée tape du pied au sol de rage, criant à la bête d'arrêter. Soudain, le vent hurle dans les tunnels. Son arrive et se déplace rapidement dans la grotte, interceptant les actions de la bête. La grande bête lève la tête de surprise. Il hurle d'agonie, serrant son visage alors qu'il réalise que sa bouche est déchirée. La bête recule, tandis que l'autre se demande comment Son pourrait encore être en vie. Son s'accroupit à côté du bébé de la matriarche dorée, tandis que la bête massive se souvient d'un monstre qu'il a affronté autrefois et qui refusait également de mourir. Le ton de la bête massive devient indifférent car elle décide que la raison n'a pas d'importance, se préparant à se battre plus fort cette fois. Il appelle Son, le narguant de s'approcher. Son charge apparemment droit dans l'arme de la bête. Il se baisse rapidement pour esquiver la frappe de la bête, notant que la caractéristique d'un singe chauve-souris est la vitesse. Son a également souligné que la vitesse d'un singe chauve-souris blanc est bien supérieure à la normale, c'est pourquoi ils sont utilisés comme appât. Son pense que s'il peut bien utiliser son corps, il pourrait remporter la victoire sur la bête. La bête massive est choquée car des marques de griffes sont laissées sur ses épaules. Son plisse les yeux, notant à quel point le corps de son ennemi est résili. La bête massive rit sombrement, se moquant de la tentative et soulignant leur grande différence de force. La bête sourit largement, ravie par l'idée d'un combat prolongé et prête à profiter de la lutte. Le regard de Son s'aiguise, son attention inébranlable au milieu des moqueries. Son déclare qu'il donnera à son adversaire toute la sensation forte qu'il désire, laissant des attaques en spirale alors qu'il se déplace dans les airs. La bête reste immobile, son arme toujours à la main.
Alors que son corps se déchire partie par partie, il laisse échapper un grognement après les attaques. La bête lève sa lame haut, invoquant ses forces restantes pour une contre-attaque. Som saute rapidement en arrière alors que l'arme de la bête s'écrase au sol. Som glisse vers l'arrière en atterrissant après avoir sauté pour esquiver l'attaque. Som observe calmement, analysant les mouvements maladroits et le rythme lent de son adversaire. Le compare au boss final qu'il a affronté autrefois, mais a décidé de ne pas le faire car la bête n'est qu'une brute. La bête semble épuisée alors qu'il se plaint que leur bataille le fait chier. Il rugit, furieux d'être joué avec, et exige un vrai combat. Les yeux de Som brillent froidement alors qu'il accepte le défi. Som se précipite rapidement et entoure la bête de coups, désarmant la bête tout en continuant à frapper. La bête, laissée sans arme, est obligée de bloquer les attaques avec ses bras. La bête serre les dents tout en souffrant de la douleur des coups sans fin. Som continue d'attaquer, ne laissant aucune issue à la bête. Alors que le coup final arrive, la bête hurle de douleur car elle ne peut plus bloquer l'attaque. La bête massive s'effondre à genoux, gémissant alors que la silhouette de Som se profile derrière elle. Le corps de la bête s'écrase face contre terre car il a été vaincu. Les deux bêtes restantes regardent les conséquences, la grande étant confuse, tandis que la dame bête se moque de la défaite de la massive. La bête massive gît face contre terre, exigeant que ses alliés cessent de se moquer d'elle et lui prêtent leur aide. La dame bête s'agenouille avec son arme sur le dos et accepte d'aider son allié. Elle tourne soudainement et lance son arme vers Som, tournant frénétiquement. Som regarde l'arme passer devant lui. L'œil de la bête massive s'écarquille de choc et d'inquiétude. L'arme atterrit sur son visage et le brise instantanément. L'arme s'éloigne alors que la dame bête éclate de rire, s'excusant moqueusement d'avoir frappé son prétendu allié. Elle change ensuite de ton, proposant la paix maintenant que leur chef est tombé, offrant de rendre la matriarche dorée. Som considère les paroles de la bête et accepte calmement, ne voyant aucune raison de continuer le combat. Il s'avance et demande une petite faveur. Il se remémore ses anciens jours de jeu, se souvenant de son confort avec les grandes épées et du simple plaisir d'abattre des boss. Sa main agrippe fermement la lame alors qu'il appelle ses deux adversaires. Il se jette rapidement alors qu'il leur demande de lui accorder un peu d'entraînement. Son sourire s'estompe alors qu'il déclare que ce match ne se terminera que par la mort. Les deux bêtes réagissent, criant alors qu'elles se lancent vers lui. La grande bête charge la tête la première avec un rugissement monstrueux, ses dents dénudées. Som rencontre l'attaque, sa lame clignotant plus vite que la vue. Un seul coup déchire l'air, frappant la grande bête en plein dans la poitrine. L'impact envoie des ondes de choc à travers le champ de bataille. La dame bête s'agenouille alors qu'elle se prépare à lancer son arme une fois de plus. Sa confiance s'effondre alors que le corps de son allié tombe après un seul coup. Il se fige un instant, les yeux s'écarquillant alors qu'il sent quelque chose approcher rapidement. Un éclair aveuglant éclate devant lui, qu'il a bloqué avec le balancement de son arme. Il résonne de rage alors qu'il se balance en arrière, l'explosion dispersant des débris autour de lui. Il charge à travers la fumée, insultant Som parce qu'il essaie encore de lui tendre une embuscade. La poussière retombe et il voit que son arme n'a pas atteint sa cible. Sa rage s'intensifie alors qu'il répète ses insultes, frappant son arme au sol. Le couteau atterrit sur le mur, et la dame réalise trop tard que c'était un piège. Elle scrute la brume, reconnaissant que Som a utilisé les couteaux comme une diversion avant de disparaître dans la fumée. Som apparaît derrière elle avec ses ailes prêtes à couper le cou de la bête. Essayant de masquer la peur de la bête, elle tente de négocier. Som refuse instantanément l'offre et se prépare à terminer le combat. Il tranche rapidement la bête, déclarant qu'elle resterait ici pour toujours. Som s'éloigne tandis que les corps des trois bêtes gisent vaincus sur le sol. Som reste immobile, le regard fixe. Le maître du monde, à l'allure de rat, descend d'en haut, louant le succès rapide de Som. Le maître observe les ennemis tomber avec admiration, remarquant la précision impitoyable de Som. Il en conclut que quelqu'un comme Som a déjà dû tuer auparavant. Son calme est bien au-delà de celui d'un combattant ordinaire. Som regarde les corps tomber, se demandant s'il les a vraiment tués dans le cadre des règles du jeu. Un léger sourire traverse son visage alors qu'il rejette la faute sur le rat qui a créé ce monde. Les yeux du rat se rétrécissent alors qu'il sent quelque chose de différent chez Som, un subtil changement dans son comportement. Les yeux perçants de Som se fixent sur ceux du maître avec amusement. Les pupilles du rat se contractent comme une alarme à l'approche du danger. Avec une expression folle et une vitesse fulgurante, Som se jette en avant, criant son intention de vaincre le rat. Les yeux du maître se rétrécissent lorsqu'une lame perce son corps. L'attaque de Som tranche net. Riant sauvagement, Som se moque des cieux, se vantant de sa victoire et de l'émissaire tombé. Son sourire s'élargit alors qu'il nargue le roi immortel invisible, le défiant de l'affronter directement. La voix du rat résonne à nouveau, son ton plus froid alors qu'il qualifie Som de mortel ignorant. Il révèle sa vraie nature, déclarant qu'il ne sert ni roi ni rang inférieur. Des vrilles cramoisies jaillissent du sol, s'enroulant autour de Som alors que le maître fait appel à son pouvoir. La masse rouge se transforme en un bras monstrueux, affirmant que la frappe n'est rien de plus qu'un geste doux. L'énorme main griffue descend et projette une ombre sur Som. L'expression de Som se crispe alors qu'il se prépare à l'impact dévastateur. La gigantesque force rouge s'écrase sur la terre. Le maître plane au-dessus de la dévastation,
commentant avec suffisance son attaque tout en reconnaissant la résilience de Song. Enfoui sous les décombres, Song serre les dents, bouillonnant de frustration face à sa défaite. Il lève les yeux, jurant vengeance et jurant qu'il paiera la frappe un jour. Une matriarche dorée apparaît avec son bébé à la main, regardant avec une tranquille curiosité. À moitié conscient, Song marmonne amèrement, insistant sur le fait que celui qui l'a sauvé devrait faire preuve de gratitude. Le maître panique et décide à la hâte d'envoyer Song à l'étape suivante pour éviter le blâme du roi immortel. Soudain, une bouche monstrueuse s'ouvre en grand. Le monstre dévore le personnage de Song, et il hurle de frustration, déplorant ses échecs répétés dans le jeu. Frappant son contrôleur, il se plaint d'avoir perdu des dizaines de fois sans vaincre même un seul chien sauvage. Épuisé, il demande de l'aide à son frère aîné, admettant que le jeu semble impossible. Son frère, calme et désinvolte, lui rappelle que les jeux demandent de la patience et de la stratégie, pas des attaques imprudentes. Le frère aîné lève un doigt avec assurance, affirmant connaître le seul et unique secret de la victoire. Les yeux de Song s'illuminent d'excitation, suppliant avidement de l'entendre. Avec un sourire taquin, le frère aîné révèle que la seule façon de gagner est par la pratique. Soudain, des voix résonnent dans l'obscurité, appelant quelqu'un nommé Shing. Un homme fort et autoritaire crie le nom à plusieurs reprises, et Song se demande qui est Shing. Il grimace lorsqu'une main agrippe douloureusement son épaule, insistant sur le fait que son nom est Song et non Shing. Il lève les yeux et voit une foule de guerriers tribaux l'entourer. La prise de conscience se fait jour dans ses yeux alors qu'il lève les yeux avec inquiétude. Il panique, pensant que les chasseurs se préparent à attaquer. Alimenté par la peur et la confusion, il se déchaîne, déclarant qu'il ne mourra pas sans se battre. L'homme en face de lui attrape son bras avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. L'homme hurle furieusement, accusant le jeune homme de perdre la tête et remettant en question sa loyauté envers l'équipe. Song penche la tête, stupéfait de réaliser qu'il fait apparemment partie du même groupe. Il fixe ses propres mains avec incrédulité, découvrant que son corps est à nouveau humain. Regardant autour de lui, il reconnaît le paysage et commence à se rappeler où il est. Il identifie la zone comme étant la vallée de Broken Cliff, foyer des chasseurs. Levant les yeux vers le ciel, il confirme son soupçon qu'il a effectivement transmigré à nouveau. Le capitaine le gronde sévèrement pour avoir rêvassé lors de sa première patrouille, menaçant de le punir une fois de retour. Il rend une arme à Song. Un autre garde l'encourage à travailler plus dur et l'avertit de ne plus contrarier le capitaine. Une bannière rouge flotte au vent sous un ciel clair. Un éclaireur agite le drapeau de signalisation depuis le sommet de la montagne, alertant les autres d'un danger imminent. L'un des chasseurs remarque le mouvement et informe rapidement le capitaine du signal à venir. Le subordonné panique en reconnaissant l'avertissement, criant que la tribu des loups attaque. Le capitaine reste calme, donnant l'ordre à toutes les équipes de se préparer au combat. Song regarde vers l'horizon, marmonnant avec confusion à la mention des loups. Un nuage de poussière s'élève au loin alors qu'une débandade tonitruante se rapproche, signalant l'arrivée des loups. Une meute de loups-poissons monstrueux charge à travers le canyon, leurs nageoires fendant l'air. Le capitaine plisse les yeux, ne comptant que 3 des bêtes qui approchent. Il rassemble immédiatement l'équipe, leur ordonnant de frapper avant que les créatures ne se rapprochent. Des flèches massives sont lancées dans le ciel. Les carreaux pleuvent sur les loups qui avancent. Un loup se jette en avant, ses mâchoires claquant alors que le capitaine se prépare à l'impact. La gueule de la bête s'ouvre en grand, pour se heurter à l'éclat de lame croisée. Les yeux du capitaine s'aiguisent avec concentration. Le loup est renvoyé en arrière. Un autre soldat est renversé alors que la bête charge à travers les rangs, semant le chaos dans la formation. La panique se répand alors que la créature dévie vers l'unité de baliste. Le capitaine crie à Song de l'intercepter avant qu'elle ne s'échappe. Song stabilise sa lance tandis que le loup charge vers lui. Il expire et se rappelle ses propres mots sur la force, réalisant que l'effort seul ne suffit pas sans compétence. Avec une visée parfaite, il plonge, enfonçant son arme dans le point faible exposé du loup. Il canalise toute sa force en une seule frappe descendante, et sa lance perce directement le crâne du loup. Les soldats regardent avec incrédulité, s'exclamant que Song a réussi à toucher l'artère de la créature d'un seul coup. La poussière trouble le champ de bataille alors qu'ils s'efforcent de voir si le monstre est tombé. Leur soulagement se transforme en panique alors que le loup se rue soudainement en avant, toujours vivant et enragé. Song s'accroche à son dos et réalise la taille de la créature, rendant sa lance presque inutile contre elle. Désespéré, il stabilise sa prise et écrase la lance une fois de plus dans la tête de la bête. La frappe se connecte mais ne parvient pas à l'achever, le laissant frustré alors que son arme se bloque au milieu du cou. Le loup se débat sauvagement alors que les autres crient à l'aide. D'en haut, une silhouette semble descendre. Un vortex sombre se précipite soudainement vers le loup. Le capitaine charge et tranche la bête avec une vitesse fulgurante. La poussière éclate quand il atterrit, la créature massive s'effondrant sous la force de sa frappe. Les soldats regardent dans un silence stupéfait, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Leur émerveillement se transforme en excitation alors qu'ils acclament l'incroyable prouesse de leur capitaine. Song gémit, reprenant son souffle alors qu'il se relève de la terre. Il regarde avec incrédulité, réalisant que le capitaine a décapité le monstre d'un seul coup. Les autres se précipitent pour voir comment il va,
mais Song refuse, insistant sur le fait qu'il va bien. Le capitaine le confronte sévèrement, le grondant pour avoir sauté imprudemment dans le danger. Il conseille à Song de donner la priorité à sa propre sécurité et de faire confiance à ses coéquipiers dans les futurs combats. Le capitaine rassemble l'attention de l'équipe, élevant la voix alors qu'il se prépare à ce qui va suivre. Le capitaine annonce la place officielle de Song dans l'unité, avertissant tout le monde de ne pas le provoquer. Le groupe répond à l'unisson, l'accueillant avec un respect nouveau. Son camaraderie, le taquinant pour avoir gagné la faveur du capitaine dès son premier jour. Le capitaine ordonne à la moitié de l'équipe de rester en alerte pendant que le reste nettoie le champ de bataille. Les hommes commencent à bouger. Song regarde le cadavre et se rappelle que seuls les forts survivent dans ce pays de rois immortels. Alors que l'horizon brûle d'orange, il jure de s'adapter rapidement ou d'être laissé pour compte. Au-dessus du ravin, l'unité commence à ramasser les restes des créatures tuées. Song se souvient de toutes les batailles qu'il a menées dans cette gorge. Les flammes engloutissent le souvenir de la guerre avec des bêtes et des chasseurs enfermés dans une lutte mortelle. Son regard se durcit alors qu'un malaise familier s'insinue, craignant que cette nouvelle mission ne le conduise dans un autre piège. L'unité retourne à la base au coucher du soleil, annonçant sa victoire alors que les portes s'ouvrent lentement. Song regarde devant lui, admirant la vue du village, baigné d'une lumière dorée. Le capitaine rapporte l'issue de l'escarmouche, félicitant l'équipe d'être revenue saine et sauve. Les villageois se rassemblent avec excitation, s'émerveillant devant les bêtes tombées et saluant chaleureusement les soldats. Song observe la scène animée, frappé par la vivacité de ce monde par rapport à ses souvenirs. Son regard se déplace lorsqu'il aperçoit le capitaine se réunissant tendrement avec sa femme. Une jeune fille se précipite dans les bras de son père. En les regardant, Song ressent une douleur sourde, sachant que leur paix ne durera pas si les événements se déroulent comme le jeu le dicte. Son jeune camarade à côté de lui rêve à voix haute d'avoir une famille aimante comme leur capitaine. Song hoche légèrement la tête, admettant à lui-même qu'une famille complète et heureuse est le genre de vie auquel il aspire aussi. Song se fige en pleine pensée alors que ses coéquipiers lui rappellent soudainement quelque chose de choquant. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il lâche, confus et alarmé par l'affirmation qu'il a une femme. Son camarade le regarde en retour, ne sachant pas si Song s'est cogné la tête trop fort au combat ou si ce n'est qu'une de ses réactions étranges. Les trois hommes s'arrêtent devant une petite hutte ronde alors que son camarade annonce qu'ils sont arrivés. Ils lui disent que c'est sa maison avant de se tourner pour partir nonchalamment. Il panique alors qu'ils s'éloignent, les suppliant de rester, mais ils ignorent ses cris avec des remarques taquines. Seul et nerveux, il admet à lui-même qu'il n'a pas le courage d'entrer. Il confesse intérieurement qu'il est terrible pour parler aux filles et qu'il interagit à peine avec les femmes. Maintenant, l'idée soudaine d'avoir une femme le submerge et la panique s'aggrave alors qu'il imagine les implications de partager un lit. Il se fiche d'horreur, réalisant ce que cela pourrait signifier. Son visage se crispant de toutes couleurs, la porte grince et une femme sort, brisant ses pensées frénétiques. Sa voix calme coupe sa panique, demandant pourquoi il est juste là. Song balbutie et se gratte la tête nerveusement. La femme lui ordonne de lui faire face correctement, le laissant rougir et se précipiter pour obéir. Alors qu'il se retourne, ses yeux s'écarquillent de choc au moment où il la voit. Il se fiche d'admiration, complètement captivé par sa beauté. Elle l'incite calmement à entrer. Une bougie vacille à l'intérieur de la maison, et leurs ombres bougent sur le mur alors qu'il se demande nerveusement ce qui se passe. La panique monte alors que des mains brillantes tendent vers lui, le laissant complètement confus. Ses pensées tourbillonnent alors que ses mains commencent à descendre lentement. Une forte claque brise le moment alors qu'il hurle de surprise. La tension disparaît lorsqu'une femme plus âgée, sa grand-mère, loue joyeusement son physique. Sa femme sourit chaleureusement, soulagée qu'il soit en sécurité, et l'invite à manger. Son réfléchit maladroitement, réalisant que la vieille femme vérifiait probablement ses blessures au toucher, et admet que cela fait longtemps qu'il n'a pas ressenti ce genre de proximité. Un cri soudain résonne depuis la petite hutte. À l'intérieur, sa femme présente fièrement un festin préparé pour célébrer son premier jour en tant que garde, le laissant stupéfait et ravi à la vue d'un cochon rôti sur la table. Avec des baguettes à la main et un large sourire, il plonge dans le festin, prêt à manger à sa guise. Elle s'éclaircit doucement la gorge, lui rappelant de surveiller ses manières. Légèrement embarrassé, il ralentit, marmonnant qu'elle est un peu trop stricte. Sa femme se tourne vers sa grand-mère et la nourrit avec tendresse. Une lumière chaude brille par la fenêtre alors que les trois partagent un dîner tranquille ensemble. Sous le ciel, des souvenirs remuent dans l'esprit de Song alors qu'il se souvient de ses propres repas de famille. Il se rappelle comment tout a changé après la disparition de son frère, ne laissant que des cris et du ressentiment dans son sillage. Le poids de tout cela a déchiré la famille. Entouré d'ordures et de canettes vides, il se demande quand il s'est assis la dernière fois pour savourer un vrai repas. De retour au présent, ses mains tremblent légèrement pendant qu'il mange. La frustration monte alors qu'il claque la table, cassant ses baguettes de colère. Sans hésitation, il sort dans la nuit, laissant derrière lui la lueur chaleureuse de la maison. À l'intérieur, la grand-mère a l'air perplexe et se demande pourquoi son petit-fils est parti si soudainement. La femme sourit faiblement, lui assurant qu'il reviendra bientôt. Dans la nuit froide, il court à travers les chemins rocheux,
se maudissant d'avoir perdu sa concentration. Il s'arrête pour reprendre son souffle, scrutant le village à la recherche d'une issue et pensant à quel point il se sent piégé. Ses yeux s'agitent, réalisant que les seules sorties sont les grandes portes fortifiées qui gardent la ville. Il aperçoit enfin l'énorme porte en bois qui se profile devant lui. Il lève les yeux vers son imposante hauteur, réalisant qu'elle est bien plus impressionnante qu'il ne s'en souvenait. Il se demande ce qui l'attend au-delà des murs et quel chemin il devrait emprunter ensuite. Le désespoir le nourrit alors qu'il commence à escalader la porte imposante, déterminé à s'échapper coûte que coûte. Une voix retentit soudain dans l'obscurité, l'avertissant de reconsidérer son plan imprudent. Un homme est assis nonchalamment au sommet d'un rocher, se moquant tout en mettant en garde contre les dangers qui se cachent au-delà des montagnes. Song lève les yeux, exigeant de savoir qui est cet étranger et ce qu'il fait ici. Le personnage mystérieux sourit d'un air enjoué, feignant d'être amusé par la question. Sans prévenir, il saute de son perchoir. Il atterrit fermement sur le sol alors qu'il se moque du garçon pour avoir osé demander son nom. Avec un sourire entendu, il révèle qu'il l'attendait depuis le début, le traitant de joueur. Des flammes bleues s'allument autour de l'étranger. Song regarde avec incrédulité, essayant de comprendre si son adversaire est une sorte de cultivateur. Réalisant qu'il est surpassé, il se précipite vers la porte, désespéré de s'échapper. L'homme apparaît à côté de lui dans un flou, amusé qu'il essaie de s'enfuir si tôt. Song lève la main, rassemblant de l'énergie pour une contre-attaque. L'étranger sourit alors que la frappe de la paume atterrit, à peine affectée par la tentative. Avec une précision moqueuse, il corrige la forme de Song en plein combat. Il démontre ensuite sa version d'une véritable frappe, projetant Song au sol. L'impact résonne dans la nuit alors que le corps de Song est projeté. Étourdi et aplati, Song gémit d'incrédulité, dénonçant le mensonge évident de l'homme à propos du mouvement. L'homme se gratte la tête avec une fausse inquiétude, faisant semblant de s'inquiéter d'avoir frappé trop fort pendant que Song gémit au sol. Il sourit ensuite d'un air désarmant, se présentant comme le chef du village et affirmant qu'il guide les joueurs comme lui. Les yeux du garçon s'écarquillent d'incrédulité lorsqu'il réalise que la personne qui vient de l'aplatir est le chef lui-même. Sous le ciel éclairé par la lune, les deux hommes sont assis au sommet d'une falaise alors que Song se plaint de penser que l'homme était un autre joueur. Le chef explique qu'il l'a reconnu après avoir entendu parler de son combat avec les loups-poissons plus tôt dans la journée. Song admet qu'il se souvient d'un chef différent, se souvenant d'un homme plus âgé avec une moustache de poisson-chat. Le chef explique calmement que le monde du jeu qu'il connaissait n'est pas le même que celui-ci, car le temps s'écoule différemment ici. Le garçon écoute attentivement, perplexe par la mention de la durée écoulée depuis son dernier souvenir. Le chef se souvient soudain, notant que l'homme qu'il décrit a vécu il y a plus d'un siècle. Le chef laisse échapper la réalisation que plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Il réalise que la différence de temps entre les mondes est énorme, et l'idée de retrouver son frère semble désormais presque impossible. Le chef glousse légèrement, le taquinant avant de changer de sujet avec une question curieuse sur ses épreuves passées. Song cligne des yeux, confus par ce terme inconnu. Le chef sourit d'un air entendu, précisant qu'il voulait dire des expériences de vie ou de mort et demandant combien il en a affronté. Song se souvient vivement de sa première dans la grotte du singe chauve-souris. Il dit au chef que c'est sa deuxième. Il déclare qu'il est prêt à affronter son deuxième piège mortel et demande conseil sur l'épreuve du roi immortel. Le chef balaie cela nonchalamment, disant qu'il est de son devoir d'expliquer tout ce qu'il sait. Il commence ensuite à décrire l'épreuve où il faut entrer dans le corps des autres pour revivre et survivre aux situations mortelles qu'ils ont endurées. Le chef explique qu'à chaque fois que l'on survit à un piège mortel, son âme devient plus forte, gagnant des pouvoirs divins et des récompenses magiques. Il avertit d'un ton joyeux que ne pas réussir à s'échapper ou mourir signifie un échec instantané, et les conséquences sont évidentes. Assis côte à côte, le chef demande si le garçon peut deviner quel pourrait être son prochain piège mortel. Song repense à l'histoire du jeu et ses yeux s'écarquillent en réalisant qu'il laisse échapper le nom du roi loup blanc. Il réfléchit à l'intrigue du jeu, se souvenant que le village était condamné à être anéanti par les loups-poissons. Mais avec lui dans le coup, ce massacre ne devrait pas avoir lieu à moins que le roi loup blanc n'apparaisse. Le chef remarque son expression inquiète et demande si le défi à venir est vraiment si dangereux. Song hésite avant d'exprimer sa culpabilité, se demandant si leur arrivée a causé la ruine de ce monde. Le chef sourit, recadrant la pensée comme le destin, au lieu de cela, peut-être qu'ils ont été envoyés pour aider à prévenir la catastrophe. Il se tourne vers Song et lui ordonne de se tenir comme l'un des gardes, promettant d'affronter ensemble tous les pièges mortels. En le regardant, Song ne peut s'empêcher de sourire, pensant que l'optimisme du chef lui rappelle son frère aîné. Les deux rient ensemble sous le ciel nocturne, acceptant de veiller l'un sur l'autre à partir de maintenant. Leur rire s'estompe lorsque le chef se fiche soudainement. Alarmé, il crie à Song de se couvrir rapidement les oreilles. Une énergie violente jaillit à travers les montagnes, et le chef avertit d'une arrivée. L'expression de Song passe de la confusion à la crainte alors que l'énergie déforme sa vision. Les montagnes tremblent alors que des échos de tonnerre et de mouvements se répercutent dans la vallée. Les tremblements deviennent plus forts et d'étranges orbes commencent à tomber d'en haut. Lorsque le bruit s'estompe finalement, les deux hommes sont essoufflés, secoués mais vivants.
Le chef explique que cela vient d'un oiseau nécro emprisonné à proximité. Le chef dit à Song qu'il se fait tard et commence à rentrer, lui rappelant de se reposer pour l'entraînement de demain. Malgré ses protestations et ses questions persistantes, le chef lui fait signe au revoir et disparaît dans la nuit. Laissé seul sous le clair de lune, Song contemple le ciel, se demandant s'il doit vraiment affronter le piège mortel à venir, réalisant à quel point ce monde est plus réel et terrifiant que le jeu. Il murmure le nom de sa prochaine épreuve, le roi loup blanc. Avec détermination dans les yeux, il jure de ne pas mourir entre les mains de cette créature, promettant de prouver sa force. Le ciel nocturne se profile silencieux et froid au-dessus des montagnes. La femme de Song est assise tranquillement, demandant si le test est terminé. Une voix lui répond de l'extérieur, rapportant que le garçon est naïf et inexpérimenté. Le rapport continue, le décrivant comme inoffensif et loin d'être une réelle menace. Ravie de la nouvelle, la femme remercie son subordonné pour la mise à jour. Alors qu'elle se détend dans l'eau chaude, elle se dit qu'il n'est pas nécessaire de tuer le joueur, du moins pas encore. Une semaine passe et Song s'habitue à la vie du village, s'adaptant lentement à son nouveau corps. Son repos est interrompu par un tremblement soudain qui le réveille en sursaut. Il gémit d'agacement alors qu'une dispute matinale familière éclate à l'extérieur. La femme du chef traverse le village en trombe, furieuse contre son mari qui s'est encore faufilé dehors. Sa rage ne fait que s'intensifier lorsqu'elle l'accuse de puer le parfum et déchaîne sa colère. Le chef terrifié se rend compte qu'il n'a aucun moyen d'échapper à sa fureur. Son attaque atterrit et envoie le chef voler au loin. Regardant de loin, Song ne peut que soupirer face au chaos qui se déroule. Il murmure pour lui-même que la femme du chef du village est bien plus effrayante que n'importe quel oiseau nécro. Juste au moment où il pense que l'agitation est terminée, sa femme entre dans la pièce, lui disant doucement de se lever. Elle lui rappelle que c'est à son tour de garder le village et l'encourage à se rendre tôt dans les montagnes. La ville fonctionne avec 2 équipes de garde tournantes, chacune effectuant des quarts de travail tous les 10 jours. Pendant que certains montent la garde, les autres suivent un entraînement physique rigoureux pour rester affûtés. L'entraînement commence par des courses en montagne et des séries épuisantes de pompes lestées. Il continue avec des exercices de frappe de poteau. Enfin, il est temps de s'entraîner au combat entre les membres de l'équipe, et Song affronte un adversaire imposant qui l'accueille joyeusement, le laissant nerveux. Elle l'avertit de ne pas y aller doucement avec elle, souriant avec confiance alors qu'il réalise qui elle est. Il se rend compte que sa partenaire d'entraînement n'est autre que la femme du chef du village. Frustré, il se plaint qu'ils aient dû le piéger exprès. Le capitaine rit, expliquant qu'elle est la seule femme de leur équipe et qu'il a été jumelé avec elle car il est nouveau. Le match commence, et elle s'avance avec empressement tandis que Song hésite, craignant ce qui va arriver. La femme du chef devient impatiente et décide de frapper en premier, se lançant vers lui avec confiance. Les yeux de Song s'écarquillent lorsqu'il reconnaît la position. Elle charge avec une force explosive, faisant trembler le sol à mesure qu'elle se rapproche. Song esquive à peine alors que l'impact laisse un cratère là où il se tenait autrefois. Il regarde avec incrédulité, réalisant que sa force pourrait aplatir une personne ordinaire. Avant qu'il ne puisse se rétablir, un point massif se précipite vers lui d'en haut. Il se fige, incapable de réagir alors que son attaque incessante continue. Une pluie de coups s'abat sur lui, chaque frappe étant plus rapide que la précédente. Il se stabilise, analysant son rythme et sa vitesse alors qu'il commence à s'adapter. Mais sa confiance vacille lorsqu'il sent soudainement quelque chose d'inattendu approcher. La femme du chef lâche un coup dévastateur qu'elle appelle la boule de démolition, prenant Song complètement au dépourvu. L'impact atterrit directement sur son visage, l'envoyant voler dans les airs. Son corps traverse le terrain en trombe alors que ses coéquipiers se dispersent en panique pour éviter qu'il ne les percute. Le groupe regarde sous le choc, incertain s'il survivra à un coup aussi puissant. La femme du chef plisse les yeux, tandis que le capitaine exprime sa déception. Enfoui dans la terre, Song reste immobile alors qu'il suppose qu'il sera hors jeu pendant des jours. Mais quelques instants plus tard, il gémit en se relevant, furieux de voir à quel point cela lui a fait mal. La femme du chef loue son endurance et lui demande s'il est prêt à continuer. Song accepte, mais décide d'abord de lui poser une question avant de reprendre le match. Il demande combien de loups-poissons elle pourrait gérer seule, la déroutant avec ce sujet soudain. Elle admet qu'elle pourrait à peine en affronter un et que seul leur capitaine pourrait combattre une telle bête seule. Song sourit en lui-même, réalisant qu'il a encore un long chemin à parcourir avant d'affronter le roi loup blanc et décide que c'est le moment idéal pour mesurer jusqu'où sa force actuelle peut le mener. Reprenant son souffle, il remercie la femme d'avoir répondu à sa question, se préparant pour un autre round. Il déclare joyeusement qu'une fois qu'il l'aura battu, sa prochaine cible sera le capitaine. La femme a l'air abasourdie tandis que le capitaine le regarde avec incrédulité, se demandant si le gamin est sérieux. Les autres chuchotent entre eux, confirmant qu'ils l'ont entendu défier le capitaine. Indignés, les spectateurs l'ont crié pour être trop arrogant et ont exhorté la femme du chef à lui donner une leçon. De loin, les autres entendent des cris résonner depuis les montagnes. Ils entendent de l'agitation et supposent que le terrain d'entraînement en montagne est en plein chaos. Leur chef, Yang, ordonne à certains hommes de ranger leur récente chasse pendant que le reste le suit pour enquêter. Ils arrivent au champ de bataille et voient la femme du chef.
L'expression de Yang se durcit lorsqu'il sent quelque chose d'inattendu. Il voit la femme du chef chanceler, et il ne peut que halter d'incrédulité qu'elle commence à perdre. Ses yeux brillent de fureur, son sang-froid se fissurant alors que la colère prend le dessus. Enragée, elle se lance sur Song à une vitesse fulgurante, lui criant sa frustration alors qu'elle descend pour une autre attaque. La femme du chef se jette sur Song avec un hurlement furieux, tout son corps se tordant en l'air alors qu'elle se prépare à frapper. Song sourit avec assurance, ses yeux brillants alors qu'il prépare son prochain coup. Avec un timing précis, il contre, portant un coup direct qui coupe son élan. L'impact envoie une violente onde de choc alors qu'il s'éloigne d'un bond. Elle l'accuse de se battre salement après qu'il ait habilement utilisé du sable pour l'aveugler. Calme une fois de plus, elle jure de lui donner une leçon douloureuse. Avant qu'elle ne puisse agir, il lui porte un autre coup net au visage. Les deux échangent des coups en succession rapide alors que les spectateurs chuchotent avec incrédulité. Le capitaine regarde de loin, réalisant que Song se bat purement à l'instinct, ignorant les règles du combat. Il plisse les yeux, reconnaissant que même si les tactiques de Song sont peu conventionnelles, sa volonté de gagner reflète celle de quelqu'un qui a affronté de vrais monstres. La femme canalise sa force dans une charge furieuse, rugissant alors que le sol tremble sous elle. Song se déplace encore plus vite et esquive ses coups avec facilité. Song plisse les yeux alors qu'il se prépare à l'impact. Avec un timing parfait, il se faufile devant son attaque, suscitant l'étonnement de la foule lorsqu'il réalise qu'il l'a évité complètement. Il traverse l'arène d'un bond, se déplaçant trop vite pour que quiconque puisse le suivre. La femme tourne, confuse et furieuse, balayant la poussière à la recherche d'un signe de lui. En un instant, il apparaît derrière elle, se lançant vers l'avant avec une vitesse explosive. Les spectateurs applaudissent de surprise, réalisant qu'il tourne derrière elle pour frapper. Il plonge bas, l'entraînant dans une prise tournante. Elle se rend compte trop tard qu'il utilise une technique de verrouillage pour l'entraîner vers le bas. Avec un claquement puissant, il la projette au sol. Song resserre sa prise et se tend de toutes ses forces, lui tordant le bras alors que le son des articulations qui craquent remplit l'air. La femme hurle de douleur, cédant frénétiquement alors qu'elle réalise que son bras est sur le point de se casser. Un corps retentit dans l'arène, signalant la fin du match. L'arbitre déclare Song vainqueur, son nom résonnant sur les terrains d'entraînement. Song rit fièrement, mais le capitaine lui rappelle que la victoire est due à l'intelligence, pas à la force brute. Imperturbable, Song propose un autre round. Le capitaine observe avec amusement, pensant que Song lui rappelle sa jeunesse. Une voix retentit, traitant Song de bon gamin. Yang s'approche, amusé par l'audace de Song à défier son supérieur. Il se moque du vieux capitaine, insinuant que l'âge finit par le rattraper. Le capitaine lui lance un regard noir, avertissant Yang de ne pas se mêler de ses affaires, et lui lance une pique sur ses cheveux grisonnants. Un éclat de rire retentit, fort et moqueur. Yang provoque le capitaine, se moquant de la façon dont l'âge et la mollesse ont émoussé son tranchant autrefois féroce. Il se vante de sa récente chasse, affirmant avoir tué 8 bêtes en riant avec arrogance. Son rire est brusquement interrompu lorsqu'une chose frappe l'arrière de sa tête. Il se retourne avec indignation, demandant qui a osé le frapper. Une autre claque soudaine atterrit, le faisant trébucher d'incrédulité. Song sourit malicieusement entre deux soldats, feignant l'innocence tout en provoquant l'homme en colère. Enragé, l'homme accuse Song d'insolence, tandis que les autres le retiennent avec amusement. Yang se plaint au capitaine, traitant le groupe de Song d'indiscipliné et impoli. Le capitaine sourit, suggérant que Yang lui-même donne une leçon aux nouveaux venus. Réalisant le piège, Yang fronce les sourcils, maudissant le capitaine d'avoir essayé de le piéger pour entraîner ses soldats. Une autre frappe atterrit carrément sur la tête de l'homme, le laissant momentanément figé d'incrédulité. Enragé, il dégaine sa lame, jurant de donner une leçon à ce sale gosse insolent. Le capitaine observe avec une légère surprise, réalisant que Yang est réellement sérieux. Avec un rugissement, l'homme charge en avant, son épée brillant d'énergie. Song se raidit alors que l'attaque arrive plus vite qu'il ne s'y attendait. Il lève la main, criant à l'homme d'arrêter. Le capitaine regarde en silence et avec confusion. Song prend une épée derrière lui. Yang se moque de Song avec un grand rire, le traitant de lâche et le comparant à son capitaine. Il continue de railler, pointant Song du doigt et raillant que l'équipe du capitaine est pleine de faibles. Le capitaine soupire, réalisant que les pitreries de Song ont poussé la situation trop loin et se sentant gêné par la scène. Song tend la main à Yang et essaie de le calmer un peu. Song sourit malicieusement et exige une grande épée, clairement prêt à passer à la vitesse supérieure. Les autres chasseurs se demandent pourquoi il demanderait une telle lame alors qu'il est connu pour manier une lance. Une épée géante s'écrase au sol devant Song. Le capitaine offre nonchalamment sa propre arme, rappelant à Song de ne pas l'embarrasser dans le combat. Song examine l'épée en silence, et le capitaine se demande si la lame n'est pas assez bonne à son goût. Song pointe l'épée et crie pour un remplacement qui soit assez grand et long pour lui. Les soldats autour de rient et taquinent, transformant les mots de Song en sous-entendus, tandis que le capitaine soupire d'incrédulité. Un homme massif s'avance, portant une énorme lame sur son dos, et l'offre à Song à la place. Song l'accepte fièrement, s'émerveillant de sa taille tout en étant averti de son poids. Au moment où Song l'attrape,
la force le submerge, criant de surprise alors que la lourde lame le tire vers le bas. Il lutte pour garder la main sur l'épée massive alors que les autres rient de sa tentative maladroite. Yang se moque de ses efforts, suggérant qu'il abandonne puisqu'il peut à peine soulever l'arme. Son se stabilise, remerciant l'homme qui lui a prêté, mais l'homme remet en question sa décision. La foule regarde alors qu'il prépare une étrange posture. Son abaisse son corps et saisit la poignée derrière son dos, tenant l'épée d'une manière peu orthodoxe. La reconnaissance éclaire le visage du capitaine alors qu'il murmure de surprise. Avec un sourire confiant, Son se déclare prêt et défie Yang d'attaquer. Yang se fige, choqué que Son se moque de lui et offre le premier coup. Furieux, Yang charge en avant, criant alors que Son se prépare. Son tord son corps et balance l'énorme lame dans un mouvement de rotation. La rotation se transforme en un tourbillon aveuglant. Yang lève son épée pour se défendre, se préparant alors que la spirale rugissante fond sur lui. Yang lutte pour suivre, réalisant que la vitesse de Son ne lui laisse aucune place pour réduire la distance. Les chasseurs sont incrédules en voyant Yang être repoussé, et l'un d'eux crie pour protester, se moquant des tactiques défensives utilisées dans le combat. La première équipe répond en leur demandant avec suffisance de faire quelque chose pendant que le combat continue. Les chasseurs soutiennent que le deuxième capitaine est impuissant et qu'il y a un désavantage d'armes, tout en soulignant que Son sera bientôt étourdi. Son continue de tourner avec confiance malgré les avertissements, et Yang sourit en le voyant ralentir. La grande épée fend l'air, prenant le capitaine au dépourvu. Les yeux de Yang s'écarquillent de choc alors que la lame brillante passe dangereusement près. Les chasseurs se demandent comment il a réussi à balancer une arme aussi lourde si vite, tandis que certains l'accusent de simuler sa lutte plus tôt. Alors que la grande épée oscille vers le bas, le capitaine réalise que Son a donné un coup de pied à la lame à mi-chemin pour l'accélérer. Son continue de trancher dans l'air avec des frappes puissantes répétées. Yang lutte pour se défendre. Incapable de bloquer la force et la vélocité combinée des attaques, Yang commence à comprendre que Son utilise la technique et le timing plutôt que la force. La grande épée tourne une fois de plus, désarmant complètement Yang et envoyant sa lame voler à travers l'arène. L'onde de choc se stabilise alors que Son écrase l'épée au sol pour arrêter son mouvement. Yang regarde sa main vide avec incrédulité, incapable de comprendre que son arme a été mise de côté, et il réalise que Son possède un rare talent naturel. Déterminé à ne pas être humilié davantage, Yang se débarrasse de sa retenue et se prépare à se battre sérieusement. Il tire des lames cachées de ses manches, son expression se durcissant alors qu'il s'avance. La foule acclame alors qu'il révèle la technique d'arme cachée du capitaine, les lames jumelles attachées à ses coudes. Le capitaine lance un regard acéré, faisant taire leur bavardage alors que la tension emplit l'air. De derrière, le capitaine rappelle à Yang qu'il ne s'agit que d'un combat, mais la fierté de Yang brûle trop fort pour se retenir. Avec fureur dans la voix de Yang, il libère son aura, s'accroupissant alors que l'énergie l'envahit. Son regarde en silence, sentant le soudain changement de puissance. Une forte pression l'enveloppe, rendant la respiration difficile. Les instincts de Son hurlent alors qu'il visualise une force qui le domine comme un cobra géant prêt à frapper. Yang jaillit en avant dans un flou de vitesse, lançant son attaque. Un serpent spectral massif se jette en avant. Les mouvements de Yang s'estompent alors qu'il attaque avec les traînées brillantes de ses lames se faufilant dans l'air. Son se prépare avec frustration, bloquant les attaques rapides. Les yeux de Yang brûlent d'intensité alors qu'il provoque Son. Son se tend, suivant à peine le flou sombre. Leur affrontement envoie une onde de choc alors que la frappe de Yang manque de peu sa cible. Il rit en anticipant ce que Son va faire ensuite. Yang contre la technique de Son, le surprenant pour lui faire perdre l'équilibre. L'impact projette Son en arrière, son corps s'écrasant violemment dans la terre. Une vague d'énergie atterrit juste devant lui. L'escouade de Yang raille et se vante de la victoire du capitaine tout en se moquant de Son. Le capitaine remarque son évasion de justesse, réalisant à quel point la frappe était vraiment mortelle. Il réalise que Yang est allé trop loin. Luttant pour reprendre son souffle, Son se souvient comment une poussée de puissance l'a sauvé à la dernière minute, se demandant si le pouvoir mystérieux venait de l'hôte du corps d'origine. Il étudie l'énergie qui le traverse, reconnaissant son poids et sa familiarité de l'épreuve de mort passée. Yang le provoque, lui demandant s'il est prêt à abandonner, tandis que son escouade se vante de sa force. Le capitaine se moque de Yang, lui demandant s'il y a de quoi se vanter alors que son épée a également été repoussée. Yang donne un coup de pied à la grande épée vers Son. Son regarde l'épée devant lui, perplexe. Reconnaissant l'équité de la situation, Yang l'invite à continuer leur duel. L'escouade de Son reconnaît le désavantage et insiste pour que Son abandonne. Le rire de l'escouade de Yang s'intensifie alors qu'ils se vantent de leur domination, ce qui irrite l'autre équipe. La grande épée s'enfonce profondément dans le sol. Se tenant droit avec une confiance renouvelée, Son empoigne son arme et accepte le défi. Yang regarde avec incrédulité, réalisant que Son s'était retenu tout le temps. Un sourire se forme alors que son intérêt se transforme en excitation, désireux de voir toute l'étendue du pouvoir de Son. Les chasseurs regardent nerveusement, réalisant que la colère de Yang a atteint son apogée. Le capitaine réalise que Son pourrait encore avoir plus de tours cachés dans sa manche.
Yang étudie la posture de Son, sentant un changement soudain dans son comportement qui semble entièrement nouveau. Il provoque Son avec confiance et arrogance, osant le défier d'attaquer en premier. Son étudie sa respiration, évaluant son corps actuel et le pouvoir étrange qui pulse en lui. Il se souvient de son mouvement le plus décisif de sa victoire contre le roi immortel, se demandant si cette nouvelle forme peut le gérer. L'énergie éclate alors qu'il charge vers l'avant, mettant tout dans une frappe écrasante. Sa lame décrit un arc dans l'air dans une traînée aveuglante de lumière rouge, tranchant avec une immense vitesse. L'attaque se rapproche de plus en plus, forçant Yang à se préparer à l'impact. La tempête d'énergie rouge les engloutit tous les deux. Son se fraye un chemin à travers le chaos, menant son attaque alors que Yang lutte pour se défendre. Yang monte dans les airs pour chercher une ouverture. Il retombe directement au sol quand il n'en trouve aucune. Yang réalise que chaque coup est destiné à tuer, ne lui laissant ni temps ni espace pour riposter. La prochaine frappe atterrit carrément contre la garde de Yang, forçant un grognement douloureux alors qu'il absorbe l'impact. L'épée s'égratigne profondément dans le sol, et Yang crie de frustration, accusant Song de dépasser le nombre de frappes convenues. Song saute haut dans les airs alors qu'il prépare un coup final décisif. Il rugit avec une détermination féroce, canalisant tout dans sa frappe descendante. Yang rencontre l'attaque de front, la fureur et l'adrénaline le poussant à résister de toutes ses forces. Song admet qu'il ne peut libérer qu'une partie de la pleine puissance de sa technique secrète pour l'instant. Yang se fige avant que la lame ne s'approche de son visage. Song déclare sa résolution d'affronter le roi loup blanc. Maintenant qu'il sait qu'il a une chance, le chef arrive soudainement, leur rappelant à tous les deux que le combat a dépassé le simple entraînement. Il suggère de mettre fin au duel et de le considérer comme égal. Les chasseurs chuchotent avec admiration, réalisant que même le chef du village a dû intervenir pour arrêter le combat. Le son de l'acier rencontrant le fourreau brise le silence. Yang grommelle à propos du manque de retenue de leurs rivaux, bien qu'ils prétendent que c'était pour le bien du chef. Il a l'air surpris lorsque Song s'avance et lui tend la main. Song le remercie sincèrement, reconnaissant que la bataille intense lui avait appris plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Yang gifle la main de Song, le laissant surpris. Il regarde vers le haut, refusant d'admettre que c'était un match nul et traitant Song d'insolent une fois de plus. Le capitaine saisit la tête de Song avec force et le presse vers le bas. Le capitaine de Song reconnaît que si Yang ne s'était pas retenu, Song aurait été vaincu. Les deux escouades se sont inclinées profondément, remerciant le capitaine pour la leçon et l'entraînement intense qu'elles ont reçu. Le chef applaudit, louant leur coopération et leur unité comme un signe de la force croissante du village. Avec un sourire chaleureux, il annonce un rituel ce soir qui célébrera leurs efforts et exhorte tout le monde à y assister. Les chasseurs applaudissent avec enthousiasme, ravis d'un autre festival. Song a l'air perplexe devant leur enthousiasme, se demandant pourquoi ils sont si heureux du sacrifice. Son camarade rit et commence à expliquer que le rituel n'est pas ce que Psalm pourrait penser qu'il est. Plus tard, un pot en argile s'écrase sur le sol pendant le festival. Autour du feu de camp, les chasseurs célèbrent sauvagement, jurant de ne pas arrêter de boire avant le lever du soleil. Le rire se fait plus fort alors qu'ils se taquinent et lèvent leur coupe. Song glousse de leur pitrerie tout en savourant tranquillement sa boisson. Perdu dans ses pensées, il prend une gorgée de sa coupe, s'émerveillant de la façon dont un endroit caché comme celui-ci pouvait exister sous le village. Son regard se lève vers la vaste caverne devant lui, et il remarque avec admiration que cela doit être l'origine du nom du village. À proximité, les deux capitaines partagent une conversation calme, reconnaissant les compétences inattendues de Song. Yang suggère en plaisantant de prendre Song pour lui, ce qui lui vaut un refus catégorique. Song, quant à lui, se demande pourquoi les capitaines ne s'occupent pas de l'affaire dont ils ont discuté plus tôt. Son camarade explique que les deux capitaines partagent un passé compliqué qui remonte à leur jeunesse, marqué par la rivalité et l'amertume qui se sont approfondies lorsque la femme du capitaine de Song s'est impliquée. La voix de Yang a percé le rire, demandant si les commérages avaient enfin cessé. Le groupe panique et s'excuse bruyamment alors que la présence intimidante du capitaine leur donne des frissons dans le dos. Le rituel commence sous le cristal rouge menaçant alors que tout le monde s'agenouille avec révérence devant lui. Le village prospère grâce à l'extraction minière et au commerce de ces pierres, qui maintiennent la paix dans la région. Les gens traitent le cristal cramoisi comme une divinité sacrée. Mais la vérité est plus sombre, car la pierre exige du sang pour maintenir son pouvoir. Le chef monte sur la plateforme et verse l'offrande sur le cristal massif. Le sang s'infiltre dans la surface rouge, et le cristal palpite et brille intensément. Bientôt, les cristaux environnants commencent à scintiller à l'unisson. Leur lueur traverse les tunnels illuminant la grotte. Les cristaux brillants suspendus au plafond de la grotte laissent les chasseurs émerveillés alors qu'ils admirent ce spectacle à couper le souffle. Le capitaine partage un moment de calme, tous deux touchés par la beauté qui les entoure. Yang regarde profondément dans le cristal rouge, hypnotisé par son éclat. Des bâtons d'encens brûlent lentement. Des offrandes sont soigneusement disposées devant le cristal, et les chasseurs s'alignent pour rendre hommage. Le capitaine s'agenouille d'abord devant l'autel. Un des chasseurs demande au capitaine pourquoi il part si tôt, et il répond qu'il doit rejoindre sa famille. Yang le taquine avec un sourire espiègle, plaisantant sur sa femme qui l'attend à la maison.
Le capitaine répond avec suffisance, se vantant de la joie d'avoir une famille et se moquant de la vie de célibataire de Yang. La taquinerie va trop loin, et Yang rougit de colère tandis que les autres éclatent de rire autour d'eux. Plus tard, 2 chasseurs se tiennent près de l'entrée, se plaignant de rater les festivités pendant que tout le monde fait la fête. L'un d'eux suggère de se reposer puisque leur service durera jusqu'au matin. À l'intérieur du grenier, des ombres s'agitent parmi les piles de grains et de provisions. La créature que l'escouade de Yang a capturée plutôt gît immobile sur le sol. Soudain, l'œil de la bête s'ouvre en un éclair, révélant de multiples pupilles rouges brillantes. La bête monstrueuse s'agite violemment, ses griffes déchirant le sol alors qu'elle se relève de son sommeil. Ses membres se contractent tandis que son corps commence à bouger. Des yeux rouges brûlent à travers l'obscurité, se multipliant tandis que les créatures se réveillent complètement. Les portes du grenier sont soufflées, et les 2 chasseurs gisent sans vie sur le sol tandis que le silence suit la destruction. Une silhouette sombre sort de l'obscurité, marmonnant en prévision de ce qui est sur le point de se dérouler. La silhouette quitte rapidement les lieux. Devant une maison tranquille, la fille du capitaine se demande pourquoi son père n'est pas revenu pour son anniversaire. Sa mère la rassure doucement, suggérant qu'il est peut-être en train de choisir un cadeau comme il le fait toujours. La fillette s'illumine à cette pensée. Un bruit étrange résonne de l'extérieur, attirant leur attention. Au loin, le capitaine marche joyeusement, serrant un cadeau qu'il a travaillé dur pour trouver pour sa fille. Sa femme et sa fille attendent avec impatience. La jeune fille se plaint de son retard. Le sol tremble violemment alors qu'une bête imposante aux yeux rouges ardents fond sur le village. Au-dessus de leur cabane, une créature les surplombe. Les filles lèvent les yeux sous le choc alors que la bête se jette violemment. Les yeux du capitaine s'écarquillent en voyant la scène devant lui. Des explosions et des attaques résonnent à travers les maisons. La prise de conscience l'envahit sous le choc quand il voit que le village est attaqué. Il sprinte en avant, paniqué, espérant qu'il n'est pas trop tard. Du fond des falaises, l'énorme créature se fraye un chemin à coups de griffes. La femme du capitaine se tient devant l'énorme visage de la bête. Elle crie à sa fille de courir et d'appeler à l'aide, serrant une arme dans ses mains tremblantes. Alors que l'enfant hésite, la créature se jette en avant, percutant sa mère avec une force terrifiante. La fillette hurle d'horreur alors que sa mère est jetée au sol. La femme lutte pour respirer alors que la gueule de la créature se referme sur elle. D'un dernier mouvement, le monstre la lance en l'air et ouvre sa gueule, prêt à la dévorer. Un flou de mouvements traverse l'air. Le capitaine charge en avant, tranchant la tête de la bête tout en rattrapant sa femme dans ses bras. Il la rassure de sa sécurité avec sa présence. Elle serre son bras blessé de douleur, réalisant que la morsure était recouverte de poison. Quand le capitaine voit cela, il se rend compte que le poison se propage trop vite. Sans perdre de temps, il se ressaisit et se prépare à prendre des mesures drastiques pour la sauver. Son cri résonne dans la nuit alors qu'il fait ce qui doit être fait. Derrière lui, il entend un grognement. La bête sectionnée se contracte violemment, faisant se demander au capitaine comment elle est encore capable de bouger. Il regarde avec incrédulité, reconnaissant le monstre comme celui qu'ils avaient déjà tué il y a quelques jours. Horrifié, il se rend compte que si toutes ces créatures ressuscitées sont celles qu'ils avaient autrefois capturées, alors tout le village est condamné. De retour au festival, les autres bêtes corrompues s'agitent. Les chasseurs lèvent leurs verres dans une ignorance bienheureuse. Ils se rassemblent autour d'un feu, riant et se vantant alors qu'ils se mettent au défi de boire jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un debout. Le groupe devient plus bruyant, continuant même après avoir vomi. À l'écart du bruit, Song boit tranquillement, amusé de voir à quel point les autres se sont facilement enivrés avec de la liqueur faible. Il est assis sans se douter de la présence de la bête, se préparant à le dévorer alors qu'il remarque à quel point la nuit est paisible. La bête tourne en spirale au-dessus de Song et de son camarade. En un instant, du sang gicle devant lui. Ses yeux s'écarquillent alors que son camarade murmure son nom. Son camarade ivre plaisante sur le fait que Song reste dehors tard, ignorant que son bras est déjà manquant. Sa voix faiblit alors qu'il s'effondre, tandis que les autres rient ivrement. Les rires s'arrêtent alors qu'une ombre se trouble dans l'air, percutant l'un des chasseurs. La confusion se répand alors qu'ils aperçoivent un loup-poisson, et les chasseurs se disputent avec incrédulité, essayant de se convaincre que ce doit être l'alcool qui trouble leur vision. Soudain, le pot en argile se brise. Song se jette à l'action, la fureur brûlant dans ses yeux alors qu'il plonge vers la bête. Sa frappe atteint son but, l'arme pénétrant directement dans l'œil de la créature. Il se lance sur la bête, forçant la créature à lâcher son camarade. Song crie aux autres de se réveiller et de réaliser qu'ils sont attaqués. Les chasseurs stupéfaits réagissent enfin alors qu'ils se tournent vers le danger. Le loup-poisson tente de frapper Song par surprise. Un des chasseurs intercepte et attaque le monstre avant qu'il n'atteigne Song. Le chasseur plonge, prêt à porter un coup. Les gardes préparent leurs armes tandis que l'un d'eux ordonne à tout le monde de se préparer au combat contre la bête réanimée. La panique se répand alors que d'autres sont invités à alerter le chef du village avant que la situation n'empire. L'énorme créature émerge, entourée de chasseurs qui tentent désespérément de la maîtriser. L'un d'eux ordonne à Song d'aller voir dehors pour faire le point. Le chasseur se tourne vers le membre de la deuxième escouade qui insiste pour rester se battre. Song court dans le tunnel vers le chaos qui résonne à l'extérieur.
Son esprit dérive vers ses camarades tombés, ce qui le fait jurer de frustration. Il se rend compte que la situation a dépassé tout ce que quiconque avait prévu et la reconnaît comme le début d'un jeu mortel. Des souvenirs de ses nouveaux compagnons lui traversent l'esprit alors qu'il regrette la rapidité avec laquelle les choses ont tourné. Les survivants courent avec effroi, criant au cauchemar du retour du loup et à la façon dont leur imprudence a mené au désastre. Des pas arrivent, demandant qui a été attaqué à l'instant. La femme du chef signale la mort de 2 membres, et les chasseurs déplorent leur jeune âge. Le chasseur plisse les yeux quand il sent quelque chose devant lui. Il regarde devant lui dans le tunnel. Le sol tremble lorsqu'une force massive traverse le tunnel, faisant reculer les chasseurs sous le choc. Un chasseur s'effondre de terreur face à des crocs monstrueux. Song les interpelle, exigeant de savoir pourquoi ils se sont arrêtés et les exhortant à partir maintenant. Ces mots se terminent brusquement lorsque ses yeux s'écarquillent sous le choc. Dans l'obscurité devant, la bête imposante expire bruyamment. Les chasseurs regardent avec horreur, paralysés alors que l'un d'eux commence à trembler de façon incontrôlable. La créature grogne de manière incompréhensible, sa voix oscillant entre rage et folie. Les yeux de Song s'écarquillent sous le choc alors qu'il reconnaît la voix terrifiante. Il crie une fois de plus pour que tout le monde s'écarte. Le tunnel se remplit d'un écho glaçant, une violente bourrasque traverse le passage. Les membres monstrueux fouettent l'air, frappant les chasseurs et les envoyant hurler de douleur. Song se prépare alors que l'attaque le rate de peu. 2 énormes bêtes émergent du brouillard, leurs yeux se fixant sur les chasseurs. Il réalise avec crainte que d'autres créatures sont apparues et se demande combien ont envahi le village. Song calcule la sombre situation sachant qu'ils ne peuvent pas s'échapper sans mourir aux mains de la créature à l'extérieur. Il regarde les bêtes devant lui et décide qu'il n'y a pas d'autre solution. Il décide que la seule voie à suivre est de les détruire toutes d'abord. Pendant ce temps, de retour dans sa maison, sa grand-mère s'inquiète de son absence tandis que sa femme rassure la vieille femme, offrant de vérifier à l'extérieur. Un loup se profile près d'eux, tandis que la femme de Song tente de rassurer sa grand-mère. Soudain, un grand fracas secoue la maison, effrayant les 2 femmes. En un instant, la créature s'envole sous une force massive qui la frappe. La bête blessée gémit faiblement, son corps couvert de blessures. Une lance scintillante apparaît avec l'ombre d'une femme. La brume se dissipe pour révéler la femme de Song. Se tenant droite avec son arme à la main, elle inspecte la destruction, notant la sombre situation qui s'empare du village. Elle se précipite à travers les montagnes et une ombre s'approche d'elle d'en bas. Le chef atterrit et se précipite pour signaler que les bêtes tuées ont repris vie et ravagent le village. Il lui dit qu'il se méfie, ce qui lui a permis de prendre des précautions, mais il ne sait toujours pas si la ville survivra. La femme de Song reste calme, lui assurant que le destin trouve toujours son cours. Elle s'enquiert de son mari, et le chef révèle qu'il est toujours à l'intérieur de la caverne. Son ton devient grave, disant que si cela marque le début du piège mortel, c'est loin d'être terminé. Le chef dit que la survie dépend maintenant entièrement de la chance de Song. De retour dans la caverne, Song laisse échapper un rugissement féroce alors qu'il fait face à la bête. Il se lance en avant et frappe la bête d'un coup puissant. Le monstre gémit alors que son parfum s'écrase au sol. Les hommes épuisés se tiennent au-dessus de la créature tombée, soulagés que la bataille acharnée soit enfin terminée. Ils remarquent à quel point les bêtes, bien que rapides, manquent de véritable force et n'étaient pas aussi terrifiantes qu'elles n'y paraissaient au premier abord. Le groupe vérifie ses blessures, réalisant que la plupart des blessures sont superficielles et facilement gérables. Song note sa propre blessure mineure mais devient mal à l'aise. Il recule, sentant que la situation est suspecte. Les chasseurs décident de se regrouper, sachant que l'énorme créature à l'extérieur bloque toujours leur chemin tandis que les plus petites continuent de revivre. Certains spéculent que les monstres pourraient agir avec intelligence, simulant peut-être la mort pour infiltrer le village. Avant qu'ils ne puissent y penser davantage, l'un d'eux crie soudainement et vomit de façon incontrôlable. Les autres regardent avec confusion avant de commencer à ressentir le même malaise. Song regarde autour de lui avec alarme alors que tout le monde commence à vomir. Son expression devient rigide alors qu'une vague de réalisation le submerge. Une impulsion sinistre bat du plus profond de lui-même. Des murmures contrôlent leur cœur. Un cri guttural leur échappe alors que la puissance invisible prend le dessus. Les autres ont des convulsions violentes, leur corps se tordant alors que la corruption les envahit. De retour au village, des cris résonnent alors que le loup-poisson arrive. Un chasseur étudie sa visée, repérant la bête qui court. Le commandant crie à ses hommes de lever leurs boucliers et de se préparer à l'impact. Les soldats tiennent bon, se heurtant directement à la créature. Les torchers s'allument alors qu'ils se rassemblent, chargeant avec une détermination ardente. La bête en feu éclate dans une explosion. Depuis une tour de guet, un garde compte le nombre de bêtes aperçues, confus lorsque le total ne correspond pas à ce qui a été signalé plus tôt. À travers son télescope, il aperçoit 2 formes se déplaçant rapidement sur le terrain. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il se rend compte qu'il se dirige vers la maison du capitaine. À l'intérieur, le capitaine soigne sa femme blessée et demande à sa jeune fille de la protéger pendant qu'il va défendre le village. La fille serre sa poitrine et le supplie de ne pas partir. Tremblant à l'idée des loups-poissons, il la rassure en lui disant que protéger le village est son devoir en tant que capitaine et lui rappelle sa force. Soudain,
Une explosion éclate à proximité, l'obligeant à réagir immédiatement. Un monstrueux loup-poisson se lance en avant avec un rugissement violent. Les yeux du capitaine brillent de fureur alors qu'il se prépare à riposter. Son attaque atterrit carrément sur la bête. Il lui donne un coup de pied dans la poitrine, les entraînant l'un dans l'autre. Avec une dernière poussée de force, il tranche les bêtes, les laissant en morceaux. Des morceaux de bêtes s'abattent autour de lui. Il reste ferme, fixant l'ombre qui ose envahir sa maison. À son incrédulité, la créature qu'il vient de tuer se relève, complètement régénérée. Le capitaine se fige alors qu'une autre ombre se profile derrière lui. Deux des bêtes se lèvent et hurlent. Entouré, il comprend enfin la nature de ses ennemis. Il réalise que ces monstres peuvent revivre, peu importe la gravité de la blessure. Néanmoins, il jure de protéger sa famille à tout prix. La lune brille alors que le capitaine charge, déclenchant une tempête de coups aveuglants. Mais alors qu'un loup se régénère, il serre les dents, réalisant que ses attaques perdent de leur force. L'épuisement commence à s'installer alors que le combat sans fin l'use, la frustration grandissant à chaque coup. Il halète, se forçant à rester debout, désespéré de ne pas s'effondrer alors que sa famille regarde de loin. Ailleurs dans les montagnes, une silhouette est assise et reproche au capitaine de se mettre en travers de son chemin. Avec un sourire sinistre, il déclare son intention de tuer. À l'intérieur de la caverne, les chasseurs hurlent d'agonie alors que leurs corps sont envahis. Leurs mouvements deviennent frénétiques alors qu'ils chargent sauvagement. Les yeux brillent de rage et de folie. Le chaos éclate alors que les chasseurs commencent à se retourner les uns contre les autres. Une voix mystérieuse exhorte Song à libérer chaque once de colère enfouie en lui. Un souvenir refait surface de son frère s'étirant et le saluant. Le frère de Song se tourne, confus, en voyant Song assis par terre, en train de jouer. Son frère est choqué de le voir réveillé, tandis que Song se vante simplement de pouvoir vaincre plus facilement les loups-poissons maintenant. Son frère montre la fenêtre, révélant que l'aube est déjà arrivée. Impassible, Song confond le soleil brillant avec une lune géante, tandis que son frère le regarde avec incrédulité. Song panique lorsqu'il réalise qu'il a joué toute la nuit et craint la colère de ses parents. Il entend des aboiements à l'extérieur et suppose immédiatement que ses parents sont venus le chercher. La manette de jeu est instantanément jetée au sol alors que leur père entre en colère, les réprimandant tous les deux pour avoir perdu du temps et être restés dehors toute la nuit. Le père de Song condamne son frère pour s'être caché et avoir été une mauvaise influence. La conférence se poursuit, remplie de déception quant à leur choix et d'incrédulité que l'un ou l'autre puisse gagner sa vie en jouant ou en diffusant en continu. Song craque et défend son frère, criant que son frère n'est pas un échec. Alimenté par la colère, il déclare leur indépendance, rejetant les attentes de la famille et jurant de vivre selon leurs propres choix et rêves. La colère du père déborde alors qu'il saisit une canette sur la table, furieux que son fils ait osé lui répondre. Le trône peut s'ouvrir en plein milieu de l'air. Le frère aîné encaisse le coup destiné à Song, la boisson se répandant sur sa tête alors que le plus jeune recule de peur derrière lui. Le frère cadet regarde sous le choc, appelant son frère. Le frère aîné répond calmement, raillant leur père pour avoir perdu son sang-froid si facilement. Il dit à Song de rester fort, de s'accrocher à sa détermination et de ne jamais être ébranlé par les paroles des autres. De retour dans la grotte, Song regarde en l'air, hanté par le doute et la peur. Une voix sinistre résonne dans son esprit, l'exhortant à tuer sans hésitation. Il hurle d'agonie, luttant pour faire taire la voix qui le tourmente. Le maître rat apparaît, se moquant de lui et déclarant que sa chute ne fait que commencer. Son œil s'ouvre brusquement alors que Song donne un coup de poing avec une vitesse aveuglante. Le coup atterrit directement sur le propre visage de Song. Le maître regarde avec incrédulité, réalisant que Song se frappe lui-même. Song continue de se frapper sans relâche, les poings volant dans une rafale. Il halète de douleur, serrant sa gorge alors que son corps tremble. La force l'envoie s'écraser au sol. Ensanglanté et haletant, il se stabilise, comprenant soudain quelque chose. Song déclare sa véritable identité en tant qu'hôte, réalisant enfin sa propre force. Il réfléchit à la façon dont il n'avait jamais vraiment compris l'immense pouvoir qui accompagnait le fait d'être l'hôte jusqu'à présent. Il se souvient de toutes ses luttes passées, de ses punitions et de ses moments de difficulté qui ont façonné sa détermination. Entouré par les ténèbres, il se dresse fièrement contre la voix qui le raille. Une voix sinistre résonne, revendiquant la propriété de son cœur. De sombres vrilles s'enroulent autour de lui, le consumant pièce par pièce. La voix le raille en promettant de le dévorer lentement. Il répond avec défi et le pouvoir le traverse alors qu'il résiste aux ténèbres dévorantes. Un éclair de lumière éclate, attirant l'attention du chasseur contrôlé. Au milieu du chaos, le maître rat observe sous le choc alors que l'explosion s'apaise. Il réalise avec intérêt que Song a réussi à renaître. La brume rouge tourbillonnante s'estompe, laissant derrière elle les conséquences de la transformation de Song. Un sourire confiant s'étale sur son visage alors qu'il déclare que la véritable bataille ne fait que commencer. Une frappe nette fend l'air. Le loup-poisson se fend en deux sous l'acier. Les combattants se préparent, épuisés et méfiants alors que la créature revit une fois de plus. La sueur coule alors qu'il réalise que l'un des leurs s'est déjà effondré d'épuisement. Le chef regarde vers le tunnel, espérant que les autres sont revenus avec de l'aide. La grotte se tait un instant. Deux chasseurs corrompus surgissent soudainement du tunnel.
Le chef se tourne, surpris de voir tout le monde battre en retraite au lieu d'apporter de l'aide. Le chef crie de confusion, essayant de comprendre pourquoi il court violemment vers lui. Avant qu'il ne puisse réagir, l'un d'eux l'attaque. Le chasseur corrompu se jette et l'immobilise. Toujours confus, il exige des réponses car il est incapable de comprendre pourquoi ses camarades l'attaquent. Une goutte de liquide coule à côté de son visage. Alors que la bête se rapproche, il réalise qu'il est sur le point de mourir. La bête se jette avec un rugissement et le chef accepte son sort. Soudain, Song arrive et se jette en avant, donnant un coup de pied à la bête avec force. Il continue avec le chasseur corrompu et libère le chef de son emprise. Le chef se stabilise et regarde en arrière. Song, maintenant pleinement transformé, prend le contrôle de son adversaire avec un sourire suffisant. Il commande joyeusement sa nouvelle monture et charge avec une énergie démente. Song assène le coup de grâce, se moquant de son adversaire hébété. Il se tourne vers un camarade qui se fait attaquer. Song s'élance dans les airs et donne un coup de pied qui envoie son ennemi voler. Ses camarades regardent, incrédules, réalisant que Song est le seul à ne pas avoir été corrompu. Ils échangent des regards inquiets, essayant de comprendre la scène chaotique qui se déroule sous leurs yeux alors qu'une force puissante passe. Song les rassure en disant qu'il a géré la situation et leur ordonne de se replier pendant qu'il affronte la bête seule. Les deux hésitent un instant, mais suivent son ordre sans poser de questions. Song affronte la bête de front, son coup explosant contre son visage. Dominant le monstre, Song remarque que leur combat n'est pas encore terminé. Il envoie la bête voler avec un uppercut et continue rapidement à attaquer la cible. Avant de bondir dans les airs, il saisit rapidement son arme, prêt à frapper la bête une fois de plus. Il charge à une vitesse incroyable, ne laissant aucune place à la bête pour se retirer. Riant sauvagement, il plonge plus profondément dans la bataille. Ses camarades regardent nerveusement, l'avertissant que la créature va bientôt se réanimer. Song écarte l'inquiétude, complètement indifférent au danger. Levant sa lame, il déclare son intention d'y mettre fin une fois pour toutes. D'un coup dévastateur, il tranche plusieurs fois vers le bas pour laisser le monstre en morceaux. Il sourit férocement, défiant la bête de se remettre d'une attaque aussi brutale. Son rire résonne dans la caverne. Ses alliés échangent des regards inquiets, commençant à se demander si Song lui-même est encore en contrôle. Song enfonce son arme dans le sol. Respirant fort, il relâche sa prise et suppose que la bataille est enfin terminée. De sombres vrilles d'énergie commencent à s'élever des morceaux de la bête. Song regarde avec incrédulité, réalisant que la créature s'accroche encore à la vie. Il remarque une sinistre goutte de liquide noir tourbillonnant au cœur du vortex devant lui. Le liquide sombre s'agite violemment, prenant une forme monstrueuse. Song reconnaît le sang comme la source de pouvoir du loup et en déduit que la bête est contrôlée par son intermédiaire. Avec un sourire, il déclare que ce pouvoir n'est rien d'autre que de la nourriture pour lui. Il consomme rapidement le liquide, poussant un hurlement. Les deux chasseurs regardent avec incrédulité Song avaler le liquide noir. Le visage de Song se tord en un sourire démoniaque alors qu'il déclare sa soif de plus de pouvoir. De retour au village, le capitaine souffle au milieu du chaos. Il suffoque, réalisant que si cela continue, cela pourrait lui coûter la vie. Il observe les mouvements erratiques des loups et soupçonne qu'ils sont contrôlés. Une réalisation le frappe lorsqu'il relie leur réveil au contrôle du sang lui-même. Rassemblant ses forces, il charge vers l'ennemi, prêt à frapper. Il décide de retrouver la source de la malédiction, déterminé à mettre fin au sortilège malgré son corps affaibli. Il entend une voix lui ordonner de l'avaler. Son corps se raidit alors qu'il obéit. Ses yeux s'écarquillent sous le choc alors que l'énergie sombre s'empare de lui. Une poussée de malice éclate violemment. Le désespoir remplit ses yeux alors qu'il combat la corruption, s'accrochant aux pensées de sa famille. L'aura rouge s'étend tandis que ses cris résonnent à travers le chaos. L'énergie craque dans l'air et serpente à travers le paysage. Il localise finalement la source de la corruption. De l'intérieur de l'enfer, une silhouette se lève. La silhouette réalise que le capitaine a éveillé une capacité divine élémentaire, entrant dans la culture par pure volonté. Submergé par la poussée, le capitaine hurle. Entouré de loups, le capitaine comprend avec horreur que l'ennemi est quelqu'un de son propre village. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il sent une présence se précipiter vers lui. Il réalise que les deux bêtes se dirigent vers sa femme et sa fille. Une soudaine explosion jaillit du sol. Le capitaine arrive à temps pour attraper et protéger sa femme du chaos. Alors qu'il transporte sa femme en sécurité, il aperçoit un corps allongé sur le sol. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité lorsqu'il réalise que c'est sa fille. La jeune fille gît immobile alors qu'une silhouette se matérialise dans la brume. Yang entre en scène, les yeux grands ouverts et illisibles. La reconnaissance éclaire les yeux du capitaine alors qu'il murmure le nom de Yang sous le choc. Les yeux de Yang brillent en rouge alors qu'il lève son arme pour frapper la fille du capitaine. Le capitaine crie avec fureur, exigeant que Yang s'arrête. Le visage de Yang se tord en un sourire de cauchemar. Il y a 30 ans, la pluie tombait abondamment dans les montagnes. Un homme criait furieusement, sa lame levée haut alors qu'il menaçait de terrasser ses ennemis. Un autre homme s'agenouille devant lui, les yeux grands ouverts alors que le bord brillant de la mort se précipite vers son cou. Mais à cet instant, un autre guerrier intercepte l'attaque. Les deux hommes s'écrasent au sol, choquant les bourreaux.
Les voix commencent à s'affronter dans la panique alors qu'il mentionne que Yang et le capitaine sont devant. De retour dans le présent, une épée trempée plane au-dessus de la fille du capitaine. Le capitaine s'agenouille faiblement au-dessus de sa fille. L'épée a percé son dos à la place. Il supplie Yang d'épargner sa famille, lui rappelant une vie autrefois sauvée. Yang sourit, révélant que la menace contre sa famille n'était qu'un appât pour l'attirer dans ce piège mortel. Jubilant, il se moque de la loyauté du capitaine et déclare son intention de revendiquer tout ce qu'il a autrefois protégé. Après avoir porté le coup de grâce au capitaine, il s'éloigne précipitamment de la scène. Le capitaine s'effondre, son nom s'évanouissant dans le vent lorsqu'il touche le sol. Yang se précipite à travers les montagnes, soulagé que la plus grande menace soit maintenant disparue. Il se délecte de son alliance avec le roi loup blanc, s'imaginant déjà comme le nouveau dirigeant du village. Soudain, sa suffisance vacille lorsqu'il aperçoit quelque chose devant lui. La surprise l'envahit lorsqu'il voit Song au sommet d'un énorme loup abattu. Yang ricane, résolu à ne pas laisser Song s'échapper. Quelques instants plus tôt, Song se tenait au centre d'un orage de puissance, consumé par sa propre force croissante. Ses camarades regardaient avec incrédulité, se demandant s'il avait finalement perdu la tête. Soudain, l'expression de Song changea, confuse. Il cracha le liquide de sa bouche. Le liquide éclaboussa la roche rouge, déconcertant instantanément ses camarades. Énergie. Song remarqua que la pierre commençait à absorber le sang comme elle l'avait fait pendant le rituel. Il sourit méchamment, réalisant le pouvoir qui s'éveillait devant lui. Il prit son épée par la poignée. Avec un rugissement, il frappe la roche en deux, et ses camarades ne purent s'empêcher de crier. Il se précipite pour retenir Song, criant qu'il s'arrête avant de faire quelque chose d'irréversible. Il le supplie, lui rappelant que le cristal représente leur foi sacrée. Song rétorque que leur foi pourrait être transformée en une arme assez puissante pour affronter leurs ennemis. Il leur donne un ultimatum, mourir en protégeant leurs croyances ou survivre en l'utilisant. Les deux chasseurs restent silencieux avant d'acquiescer, reconnaissant la décision avec respect. Le cristal rouge se fissure et Song en découpe un énorme morceau, ignorant les protestations des autres concernant le gaspillage du matériau sacré. Des restes, il soulève une gigantesque épée rouge et admire le poids et la force de l'arme comme si elle avait été faite juste pour lui. Déclarant que le destin du village est entre leurs mains, il s'avance avec assurance. Sans hésitation, il s'élance hors de la grotte. Ses camarades hésitent nerveusement, se demandant s'ils doivent suivre son exemple ou risquer une punition. Leur discussion est interrompue lorsqu'un autre chasseur se joint soudainement à eux, demandant sa propre arme. Le chasseur nouvellement réveillé déclare son intention de manier un marteau géant et de faire ses preuves au combat. Encouragés, les autres choisissent avec enthousiasme leurs armes, désireux de se joindre au combat et de devenir des héros. Quelques instants plus tard, les trois se tiennent entièrement armés, chacun maniant une arme forgée à partir du cristal rouge. Un des chasseurs annonce fièrement que son marteau massif est terminé. Ses camarades regardent avec incrédulité alors qu'il soulève une arme énorme, bien plus grande que nécessaire. Le cristal rouge se profile silencieusement derrière eux, un grand morceau consommé. Le sol tremble alors que le marteau géant est abattu pour tester son poids et sa force. Alors qu'il se précipite en avant, le groupe aperçoit des traces de bataille et réalise que Song avait raison au sujet de l'embuscade. Ils approchent de la grotte avec prudence, remarquant que ni la bête ni Song ne sont nulle part en vue. Confus, ils scrutent le terrain, se demandant où leur allié est allé. Un vortex sombre se forme dans le ciel, et les hommes en dessous lèvent les yeux sous le choc, criant en apercevant la tempête. En un instant, le tourbillon s'écrase et frappe le sol devant eux. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.